Salvini a décidé de redonner ses lettres de noblesse à la politique, c'est-à-dire l'action au service de la cité, l'action, en fermant les ports d'Italie à l'Aquarius et à tous les bateaux des ONG complices des passeurs, une réalité que nous dénonçons depuis des années. Depuis des années, nous disons que ces ONG se font les complices des passeurs quand ils vont récupérer ces pauvres sur leurs bateaux, largués comme ça par les mafias de passeurs, par les milices, quasiment sur les côtes libyennes. Bien sûr qu'ils se font les complices des passeurs, parce que sans eux, ça n'aurait pas lieu, ça serait impossible. Eh bien, figurez-vous, j'ai vu la dépêche AFP tout à l'heure, Castaner a reconnu que oui, certaines de ces ONG étaient en effet les complices des passeurs. Oui. De migrants en moins en Italie. Ça vous fait au moins la moitié qui n'arrive pas ici, hein, les amis. Parce que Salvini a décidé de dire stop. Parce que c'est davantage la civilisation européenne que l'Union européenne. L'Europe, c'est la démocratie athénienne, pas la technocratie bruxelloise. L'Europe, c'est la Rome impériale, pas le traité de Rome. L'Europe, c'est les bateaux de la bataille de Lépante, pas l'Aquarius. L'Europe, c'est Marine et Salvini, pas Juncker et Moscovici. Alors jusqu'au dimanche 26 mai, mes amis, on a jusqu'au dimanche 26 mai pour changer les choses. Oui, Hervé, le moment politique est venu. Continuez sur le terrain à convaincre. C'est pour la liberté de nos nations, pour la sauvegarde de cette civilisation que je vous appelle à vous battre jusqu'au 26 mai, jusqu'au dernier moment. Un point. Je ne peux pas faire autrement que poursuivre ce que vient de dire Philippe. Parce que Philippe, ce que tu as dit de mon travail, d'écrivain français, d'essayiste, me va droit au cœur. Et puis c'est un peu à cause de ce que j'ai essayé d'écrire, ce que j'ai essayé de dire, en étant quelquefois un peu seul, un peu solitaire sur cette voie. C'est ce qui me conduit ici devant vous. Et c'est ce qui me conduit devant vous en disant « Oui, on arrive. Oui, j'en suis persuadé, on peut gagner. Mais si on peut gagner, c'est parce qu'on va prendre les armes démocratiques de la conviction, c'est parce qu'on va prendre les armes politiques de l'analyse, de la réflexion et du pouvoir. On va gagner parce que nous aurons les armes politiques pour le faire. Ce soir, dans un premier temps, puisque Philippe, tu m'as demandé de parler d'écologie humaine, de cette écologie humaine qui suppose les frontières, parce que sans frontières, on n'a pas de civilisation, on n'a pas de culture, on a ce à quoi nous assistons, à de la décivilisation, et à la destruction de toutes les cultures, et à la destruction de notre premier patrimoine qui est la diversité des sociétés humaines. Oui, c'est contre cela qu'il faut se battre. L'écologie humaine, c'est notre meilleure chance de survie. Et ce que je voudrais essayer de faire avec vous ce soir, c'est très simple. C'est d'abord, comme le font mes amis militaires, un point de situation. Parce que sur ces sujets des frontières, sur ces sujets des migrations, sur ce sujet des cultures et des sociétés humaines, il ne faut quand même pas écouter tout ce qu'on nous raconte. Il faut regarder les choses droit dans les yeux, parce que c'est en regardant les choses droit devant soi qu'on pourra agir. Et puis une fois qu'on aura regardé les choses pour faire ce point de situation, eh bien on pourra se battre. Et se battre, c'est se donner les armes politiques, intellectuelles et culturelles qui vont nous permettre de déconstruire le tapis de mensonges qui nous est sans arrêt déversé par les télévisions, par les radios, au sujet des migrations et au sujet des frontières. Et c'est à partir de ça qu'on pourra définir une politique. C'est à partir de ça que nous pourrons réellement... L'important, c'est pas de prendre le pouvoir, mais prendre le pouvoir pour changer la vie, pour changer les choses, et pour refaire une France plus grande. Je vous l'ai dit, il faut regarder les choses en face. Regarder les choses en face, c'est se rendre compte des immenses mensonges qui nous sont servis chaque jour. Le premier de ces mensonges, et ça c'est pour moi le plus grave, nous sommes en République, nous sommes en démocratie. J'ai appris une chose très simple, la démocratie, c'est quand les Françaises et les Français débattent, votent et décident eux-mêmes de leur destin. Le sujet de l'immigration, le sujet des frontières, c'est le plus grave déni de démocratie qui ait eu lieu
depuis l'occupation et depuis 1945. Je vais vous faire l'histoire brève, mais ça vaut la peine qu'on la partage. C'est pas la faute des migrants à l'origine. C'est notamment la faute de grands industriels et d'industries françaises, notamment dans l'automobile, qui avaient le choix entre robotiser ou automatiser ou aller chercher de la main-d'œuvre à pas cher de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà. Les entreprises automobiles ont massivement choisi de recruter par village entier, comme on le faisait du temps des mercenaires, ont recruté par village entier au Mali, dans ce qui s'appelait à l'époque la Haute-Volta, etc., etc. Et le message a été très simple. Ah, mais il n'y a aucun problème, ce sont des travailleurs qui viennent pour travailler dans les usines et ils repartiront chez eux. Donc il n'y a rien à voir, il n'y a rien à rechercher. Puis ensuite, vous savez ce qui s'est passé? Par un simple décret, même pas une loi, sans aucun débat public, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing et avec comme Premier ministre Jacques Chirac, a été adopté le regroupement familial. Et les familles sont venues. Et là encore, on vous a dit, oh, mais attendez, il n'y a aucun problème. Pourquoi est-ce que vous voyez un problème? Ce sont des braves travailleurs qui font venir leur famille, c'est très minoritaire. Où est-ce qu'il y aurait un problème? Puis dans les années 80, c'est devenu un peu plus compliqué. Et dans les années 80, quand quelques problèmes ont commencé à envahir l'actualité, et c'était plus possible de se cacher cette réalité, alors là, le discours a changé de ton. Vous qui disiez qu'il y avait des problèmes, les journalistes qui rapportaient des problèmes, mais vous étiez coupable. Vous étiez coupable parce que s'il y avait des problèmes, c'est juste parce que les Français n'acceptaient pas de s'adapter à l'immigration. Si vous aviez des problèmes, vous en étiez responsable. Et globalement, c'est à ce moment-là que la figure du Français moyen, ce qu'on appellerait aujourd'hui les gilets jaunes, ben c'est devenu le beauf, le petit blanc, prêt à tuer pour sauver sa voiture, prêt à tuer pour défendre sa porte d'entrée dans son immeuble. En gros, coupable de tous les maux depuis l'origine de la civilisation, le petit blanc, beauf, raciste, assassin volontiers. Et ça, c'est l'image qui a couru pendant plus de 20 ans. Toutes celles et tous ceux qui disaient qu'il y avait un problème avec l'immigration, c'était eux les coupables. Et vous avez eu, et on n'en est pas sorti, parce que l'achèvement de tout ça, c'est le désastreux rapport Thuot, du nom d'un conseiller d'État qui a publié un rapport honteux il y a 2 ans. C'est un rapport du Conseil d'État sur le sujet du droit des immigrés, qui conclut simplement que s'il y a des problèmes, c'est simplement parce que les Français ne s'adaptent pas assez aux immigrés. C'est à eux de faire le chemin. Ben moi, je prétends que quand je vais quelque part et quand je franchis une frontière, j'essaye de me conformer aux mœurs, à la culture et aux lois du pays dans lequel j'arrive. Et j'aimerais bien qu'on retrouve ce principe. Alors la première chose qu'il faut partager, c'est que, je vous le répète, mais c'est important, ces prétendus démocrates, ces prétendus républicains qui nous font la leçon, il faut sans cesse leur renvoyer le déni de démocratie. Quand est-ce que vous avez eu à voter sur les problèmes d'immigration? Quand est-ce que vous avez pu en débattre ouvertement et librement entre vous? Quand est-ce que vous avez eu le droit de décider? La première chose d'une démocratie, c'est que les citoyens peuvent décider qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, quelles sont les conditions d'accès à notre territoire et quelles sont les conditions d'accès à la citoyenneté sur notre territoire. Si nous sommes dépossédés de ces droits, je suis désolé, nous ne sommes plus en démocratie. Et je considère à cet égard que l'Union européenne est devenue une grave menace pour la démocratie. Et je considère à cet égard que la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron est devenue une grave menace pour nos libertés publiques, pour la démocratie française et pour la République française. Oui, la République française est aujourd'hui en danger. Exact. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Et c'est le second point de situation. Parce que ce qui nous est présenté, c'est un aimable tableau où des pauvres gens, et oui, réellement, effectivement, il y a des gens qui souffrent, en Asie, au sud de la Méditerranée, en Amérique latine ou ailleurs, et d'eux-mêmes, à la force de leurs bras et en usant la semelle de leurs souliers, ils prendraient la route et ils arriveraient vers le nord. Il faut quand même se rappeler 3 ou 4 points d'histoire. Le général Wesley Clark, qui est peu connu en France, il est très connu en Serbie. Je rentre de Serbie. Son nom est très célèbre parce que c'était le commandant en chef des forces de l'OTAN qui ont engagé la plus formidable coalition militaire jamais vue pour écraser sous un tapis de bombes ce petit pays courageux
qui a toujours défendu l'Europe contre l'avancée de l'islam et de l'Empire ottoman. Et le général Wesley Clark a déclaré très peu de temps après avoir commandé les missions de bombardement sur la Serbie, vous pouvez trouver la citation, vous pouvez la trouver dans mon livre « Le mur de l'Ouest n'est pas tombé », ma mission est de détruire l'unité ethnique des nations européennes. Il l'a prononcé dans un discours officiel. Au même moment, M. Sutherland, qui avait été le président d'une compagnie pétrolière, s'est recyclé en devenant le patron à l'ONU de la commission, l'UNHCR, la commission chargée des réfugiés. Et lui aussi, je dis bien, a donné l'ordre, il a donné l'ordre à l'Union européenne de se préparer à accueillir plus de 100 millions de migrants en provenance du Sud, en disant, vous n'avez pas le choix, et il faut bien remplacer les enfants que l'Europe n'aura pas. Ce n'est pas des gens qui parlent au hasard, c'est le commandant des forces de l'OTAN, et c'est le président, le directeur d'une des commissions les plus importantes de l'ONU. Vous avez l'ordre de vous ouvrir. L'aboutissement de tout ça, c'est le pacte de Marrakech. Je ne sais pas combien l'ont lu, j'ai pris le temps de le lire, je crois les 43 articles. C'est très simple. Le pacte de Marrakech invite tous les pays du monde, mais en particulier les pays européens, à accepter un droit illimité de toute femme, de tout homme sur la planète, à aller là où il a envie d'aller et à s'installer dans le pays de son choix. Et les pays européens sont priés de ne mettre aucune limite à ce droit à la mobilité. Alors là encore, l'arnaque a été de mise, parce qu'on vous a dit une chose avant Marrakech. Oh mais c'est juste un pacte, c'est un document sans importance, donc on le signe, mais c'est pas la peine de le lire, de débattre. D'ailleurs c'est pour ça, si vous avez remarqué, c'est comme le traité d'Aix. Personne entre vous n'a eu à débattre de ces traités ou de ces pactes. Le pacte de Marrakech, il n'a aucune importance. Il a d'autant moins d'importance d'abord que certains pays européens, dont l'Italie, dont la Hongrie, dont beaucoup d'autres, ont refusé de le signer. Mais ce pacte a d'autant moins d'importance qu'une fois signé, on commence à voir des tribunaux, on commence à voir la Cour de justice européenne, on commence à voir les belles âmes de la Commission européenne qui disent maintenant que vous avez signé le pacte de Marrakech, il faut le mettre en œuvre. Il faut cesser de faire la distinction entre migrants légaux et migrants clandestins, il faut cesser de désigner les immigrés, il faut changer le vocabulaire, il faut adapter vos lois, il faut naturellement donner un accès illimité à tous les systèmes de protection sociale, à ceux qui arrivent sur votre sol. Ce pacte de Marrakech, lui encore, c'est un déni de démocratie et c'est un mensonge grave apporté au gouvernement d'Emmanuel Macron. On vous a dit que ça n'avait aucune importance, on vous a dit que c'était juste un document d'intérêt général et bientôt ça sera opposable par les tribunaux. Et bientôt des Françaises ou des Français, des associations, des partis seront condamnés parce qu'ils se seront opposés au pacte de Marrakech. Ça, il faut le savoir, ce sont des ordres venus de l'étranger, ce sont des ordres relayés par des ONG et des fondations qui sont en train de prendre le pouvoir sur nos États sans aucun contrôle démocratique. Et ça s'appelle quelque part de la corruption, et ça s'appelle quelque part un pouvoir qui nous est enlevé. Il faudra le reprendre, c'est notamment l'un des objets de l'élection du 26 mai. La troisième chose que j'ajouterais sur ce point de situation rapide, et là je ne peux que prolonger ce que disait Philippe, il se trouve que j'ai passé un petit peu de temps à regarder de près ce qui se passait sur ces questions des migrants. Il y a 3 mensonges absolus. Le premier, on sait très bien d'où ils viennent, et le premier mensonge, c'est qu'il y a des transports par car ou par camion qui vont les chercher dans les villages au fin fond de l'Érythrée, au fin fond du Soudan, au fin fond du Mali, etc. Et on connaît camion par camion, 4x4 par 4x4, autocar par autocar, d'où ils partent, par où ils passent et où ils vont arriver. Nos services de renseignement savent absolument tout cela. Je ne suis pas sûr qu'on utilise beaucoup de ces données. La seconde chose, et Philippe vous l'a dit, le trafic des migrants, le trafic des êtres humains, parce qu'il faut l'appeler par son nom, la nouvelle forme de l'esclavage, elle fait la fortune du crime organisé. Il y a encore quelques années, le crime organisé, le trafic des migrants, depuis les boat people vietnamiens, c'était la 10e ou la 12e source de revenus. Il faut que vous sachiez pour les mafias et pour les réseaux criminels européens et turcs, et évidemment libyens, algériens, etc.,
c'est devenu la troisième source de revenus après le trafic de drogue. La Turquie, le passage des migrants leur a probablement rapporté, tenez-vous bien, 3 milliards d'euros. L'argent que l'Europe dépense, l'argent que l'Europe consacre à ce que la Turquie garde des clandestins sur son sol, l'argent que l'Europe dépense pour essayer de faire fonctionner des centres en Libye ou en Afrique du Nord pour retenir les migrants. Et cet argent, c'est un argent volé. Et cet argent, c'est très largement un argent qui va directement au crime organisé, qui touche deux fois. Qui touche une fois pour gérer les centres dits de rétention, et une autre fois, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, ça coûte une fortune aux migrants. Ça coûte jusqu'à 3 000 ou 5 000 euros, 3 000 ou 5 000 dollars à un Érythréen pour arriver en Méditerranée avoir un espoir de s'embarquer. Tout cet argent-là va à des réseaux criminels. Et très clairement, il faut considérer les bateaux qui vont les chercher à quelques centaines ou à quelques kilomètres des côtes, qui ensuite, protégés par Frontex, les rapportent sur les frontières européennes. Il faut les considérer comme des complices du crime organisé. Et il faut renouveler les lois qui frappaient l'esclavage dans le passé. Parce qu'il s'agit bel et bien de nouvelles formes de l'esclavage. Nous sommes en train, au début du XXIe siècle, avec une complicité terrifiante des institutions, de la Commission européenne, des tribunaux, des ONG, des fondations, nous sommes tout simplement en train de renouveler le trafic des esclaves de jadis. C'est ce qui se passe. Et je vous invite à vous rappeler, quand la crise des migrants, après l'acceptation par Mme Merkel d'un nombre considérable, a grandi, je vous rappelle que quelques multinationales ont osé faire cette proposition au gouvernement français. Et bien, si vous supprimez le salaire minimum et si vous nous payez les charges, nous sommes prêts à embaucher par milliers des migrants qui feront le travail que les Français sont trop chers pour faire. Ça, c'est la case de nos systèmes sociaux, c'est la case de notre système fiscal et c'est la case de notre système de solidarité nationale. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Très clairement non. Se battre contre l'immigration, c'est se battre contre l'esclavage moderne, c'est se battre pour sauver nos systèmes sociaux, notre démocratie et notre République. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Nous n'avons pas accepté des ordres venus de l'extérieur, nous n'avons pas accepté des ordres qui servent le seul intérêt des multinationales, des complices de l'esclavage, de ceux qui veulent faire des hommes, de la terre et de la vie un marché comme les autres, parce que pour nous, et je crois que Philippe partagera mon opinion, les hommes, la terre et la vie, ça n'est pas un marché comme les autres, c'est notre propriété, c'est notre vie, et nous les conserverons. On est en combat, nous sommes en combat, et on va arriver, on va prendre le pouvoir. Il y a une maxime qu'il faut sans cesse se répéter. C'est une maxime d'un... Alors je ne sais pas s'il aurait vraiment sa place ici, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont milité parmi vous pour le soutenir. C'est une maxime de l'excellent Mao Tse-tung. Oser combattre, oser vaincre. Oser combattre et oser vaincre, ça veut dire oser avoir les mots, oser avoir les arguments, oser dire les vérités, qui sont autant d'armes qui vont détruire nos ennemis. Et je voudrais essayer en quelques mots de vous présenter 5 de ces armes. Parce que je ne suis pas toujours satisfait des débats tels qu'ils se déroulent sur le sujet de l'immigration. Parce que je crois qu'il faut que nous réécrivions notre logiciel pour prendre la main, pour prendre le pouvoir sur ces questions, et pour faire que ça change réellement, d'abord dans les têtes, ensuite dans les urnes, et ensuite au pouvoir et au gouvernement. La première chose qu'il faut totalement changer, et ça vous êtes légitime à le dire, quel mépris pour ceux de partout, qui ne sont pas français, qui ne sont pas allemands, qui ne sont pas italiens, que ce discours de l'Union européenne, ce discours de nos bons humanistes de service qui disent oh ben, la meilleure chose qui puisse arriver à un Malien, un Marocain, à un Malgache, c'est de devenir un Européen comme les autres. Vous devez dire clairement que c'est une expression de mépris. C'est une autre forme du suprématisme. Les cultures sont belles parce qu'elles sont diverses. Moi, je pense que ce qu'il y a de mieux pour un Malgache, c'est d'être à Madagascar et de construire son pays. Je pense que ce qu'il y a de mieux demain pour les Érythréens et les Éthiopiens, il faut le dire clairement.
C'est une marque de mépris, c'est une marque d'ignorance des cultures humaines, c'est une insulte à la diversité des sociétés humaines que de considérer que l'avenir de tous les hommes et de toutes les femmes sur la planète, c'est de devenir des Européens comme les autres. Je ne suis pas un Allemand comme les autres, et j'ai bien envie de demeurer français. La deuxième chose que vous devez savoir dire, et là aussi il faut se battre, parce que la morale, la vérité, l'honneur et la dignité sont de notre côté. J'entends les uns et les autres qui, à mi-voix, disent « Ouais, mais finalement, les comptes de l'immigration, ça rapporte. Ça rapporte parce qu'on apporte des jeunes, on apporte des gens qui travaillent, on apporte des gens qui vont cotiser. » Le cardinal Sarah vient de publier un livre qui prend l'opposé des positions du pape, en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte? Lui, c'est un Guinéen français qui a le courage de dire « La meilleure chance qui me soit arrivée dans ma vie, c'est que mes instituteurs m'aient appris que mes ancêtres étaient gaulois, ils m'ont fait rentrer dans la culture française, et c'est par la culture française que j'ai compris le monde, et que j'ai eu le destin qui est le mien. » Il faut savoir que le cardinal Sarah, certains le considèrent comme un possible pape à venir. Et il écrit cette chose très simple dans son livre qu'il vient de publier. Est-ce que vous vous rendez compte que tolérer l'immigration, c'est le pillage des ressources humaines de l'Afrique? Je vais vous donner un chiffre très simple. Il se trouve que j'ai été ami du premier Tchadien qui a fait l'ENA. Et lui m'avait dit cette chose simple. Quand vous êtes malien, quand vous êtes tchadien, quand vous êtes ivoirien, quand vous êtes togolais et que vous faites une grande école, que vous êtes bac+4, vous n'avez aucune chance de retourner travailler dans votre pays. Soit vous devenez cadre supérieur dans le pays, États-Unis, Europe, où vous avez fait vos études, soit, et c'est plus de la moitié des élites africaines, vous êtes embauché par les institutions internationales, vous allez travailler à l'ONU, au FMI, etc. Vous avez des institutions internationales qui ont plus de diplômés africains de haut niveau qu'il n'y en a qui restent dans leur pays et qui travaillent pour leur pays. Ça, je dis que c'est du pillage de la ressource humaine, c'est du pillage des intelligences et du savoir, c'est quelque part aussi du pillage des formations que ces pays à grand-peine donnent aux meilleurs d'entre eux. Ne nous y trompons pas, le discours sur l'immigration, la façade est généreuse, la réalité, c'est le pillage des pays d'Afrique comme des pays d'Amérique latine ou d'Asie. Ce pillage, je ne l'accepte pas. L'avenir des diplômés africains, il est dans leur pays, il est de s'employer à construire leur pays et à tracer un avenir souhaitable pour leur pays. Le troisième point qu'il ne faut pas hésiter à dénoncer, on l'entend sans arrêt répéter, et c'est quelque part l'idéologie au fond du macronisme. Tu évoquais Philippe Raphaël Glucksmann qui dit « Moi je suis très fier d'être nomade. J'aimerais bien savoir comment un nomade multiculturel peut respecter l'écologie. Parce que l'écologie c'est le propre de gens enracinés sur leur territoire, qui savent très bien qu'ils ont reçu leur territoire de parents, de grands-parents, de générations avant eux, qui ont travaillé, qui se sont battus, dont certains sont morts pour le garder ce territoire. Nous sommes tous des nains montés sur les épaules de ces géants qui nous ont gardé une France belle, une France forte et une France dans ses frontières. Les nomades, ils n'ont rien à transmettre. Les nomades, ce sont des gens qui pillent ce qu'ils peuvent sur le territoire où ils sont, parce que c'est la politique de la terre brûlée. Une fois qu'on aura épuisé toutes les ressources de ce territoire, eh ben on ira ailleurs faire la même chose. Ça, c'est le nomadisme. Ça, c'est ce qu'on veut nous proposer en idéal. C'est pas un idéal pour les Français, c'est pas un idéal pour les Européens, qui sont des hommes et des femmes de ce territoire, des leurs, d'une foi et d'un honneur et d'une dignité. Le modèle du nomadisme, c'est le modèle absolu de destruction de toutes les cultures. Il ne faut pas hésiter à le dénoncer, parce que le modèle du nomadisme, c'est le modèle d'un capitalisme devenu fou, c'est le modèle d'un capitalisme qui est en train de mettre en jeu les conditions de vie sur la planète, et c'est le modèle qui va conduire à l'épuisement de toutes nos ressources. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le modèle du nomadisme, c'est que tout peut s'acheter et tout peut se vendre. Les corps, la vie, les organes humains que trafiquaient les mafieux du Kosovo qu'on veut faire rentrer dans l'Union européenne. La vie, les terres, tout peut se trafiquer, tout se négocier à son prix. Eh bien, le propre d'une nation, le propre des frontières, le propre de ceux qui transmettent leur territoire plus beau, plus riche et plus vivant, c'est tout simplement qu'il y a des choses qui ne se vendent pas et ne s'achètent pas, parce qu'il y a des choses qui ne s'achètent, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas sur le marché. Ça s'appelle le sacré,
Ça s'appelle les limites, et ça s'appelle avoir le sens de la patrie. Je crois que la nation, quand on parle de la nation, on touche à quelque chose de sacré. Je crois que quand on parle de la nation, on parle très précisément de ce qui nous réunit ce soir, et c'est quelque chose qui n'a de prix dans aucune langue et sur aucun marché dans le monde. Ça, il faut savoir le dire à ceux qui veulent instaurer le modèle de nomadisme généralisé. Ça, il faut savoir le dire à ceux qui veulent concentrer tout l'impôt sur le foncier et l'immobilier, le scandaleux IFI qui tend à exproprier les Français de leur sol et de leur propriété immobilière, et qui va aboutir au fait que tôt ou tard, ce sont les fonds d'investissement et les banques qui seront les propriétaires des territoires français. Nous refusons cela. Les terres françaises ne sont pas à vendre, nos patrimoines ne sont pas à vendre, et nos territoires ne sont pas à vendre. C'est notre identité, c'est quelque part aussi notre dignité, et c'est quelque part notre condition de Français qui est en jeu. Ne laissez personne dire que le nomadisme est le modèle de l'avenir. La dernière arme, et je voudrais vous dire que je crois qu'elle est décisive, la dernière arme qu'il faut employer contre ceux qui vous vantent l'immigration, contre ceux qui vous vendent la disparition des frontières, c'est qu'ils vous vendent un mot magique, un mot qui devrait vous faire taire, un mot qui devrait vider notre réunion de tout son sens. Ah, mais vous êtes pour les discriminations. Est-ce que vous voulez qu'il y ait des discriminations? Et vous savez que dans la loi aujourd'hui, le code pénal punit celles et ceux qui pensent qu'il devrait y avoir une discrimination entre un citoyen français et quelqu'un qui n'est pas français. Le code pénal français nous interdit de faire des discriminations entre un citoyen français et un autre. Ce qui a d'ailleurs quelques conséquences parce que, au terme de cette loi, on pourrait porter plainte parce qu'on n'accepte pas de parler n'importe quelle langue et parce qu'il y a un certain nombre d'enseignements, c'est mieux d'écrire en français, les copies sont notées sur le français. Au nom de la loi antidiscrimination, un étudiant, un élève pourrait porter plainte en disant « Ah mais moi j'ai fait ma copie en arabe, moi j'ai fait ma copie en russe, moi j'ai fait ma copie en tout ce que vous voulez. » Discrimination. Et au terme de la loi sur les discriminations, l'instituteur ou le professeur pourrait être condamné. La loi est devenue folle. La loi antidiscrimination est devenue autant plus folle, et ça c'est une arme, que toutes les discriminations sont prohibées. Vous savez qu'au terme de la loi, vous n'avez pas le droit de dire si je suis un homme ou une femme. Je peux définir moi-même mon sexe, et d'ailleurs je peux me définir comme hors genre. Si vous me renvoyez à autre chose, vous pratiquez de la discrimination et je peux vous attaquer. Alors à celles et à ceux qui vous disent ça, il y a une réponse très simple. Vous dénoncez toutes les discriminations pour mieux en accepter une seule, c'est celle de l'argent. Parce que regardez bien autour de vous, regardez bien y compris dans cette belle ville de Nice, la discrimination par l'argent, elle est partout. C'est la discrimination qui est en train de remplacer toutes les autres. Je n'en veux pour exemple que ces boutiques londoniennes ou américaines, ou notamment à la période des soldes, vous n'avez pas le droit d'entrer si vous n'avez pas la bonne couleur de carte de crédit. Si vous avez une carte de crédit à couleur bleue, vous ne rentrez pas du tout. Si vous avez une carte de crédit couleur gold, ça va peut-être un peu mieux. Et puis alors ça change, mais si vous avez une carte de crédit couleur black ou titane, la chère madame, cher monsieur, entrez donc, la boutique est pour vous. La discrimination par l'argent, elle est partout. Et là, vous êtes au cœur du projet totalitaire. Vous êtes au cœur du projet totalitaire mondialiste. Parce que si je prétends abolir toutes les discriminations, toutes les différences de la citoyenneté, de la langue, de la culture, je les remplace par une seule discrimination qui est celle de l'argent. Ça, c'est le projet totalitaire d'un libéralisme devenu fou. Ça, c'est le projet du pouvoir absolu de l'argent qui donne les moyens à des Bill Gates, qui donne les moyens à des George Soros, qui donne les moyens à des Jeff Bezos de changer la politique des pays, de changer les systèmes d'éducation et les systèmes d'université d'un pays, de diffuser ce qu'ils prennent pour des vérités contre la volonté des peuples, contre les démocraties et contre leur vote. Je peux vous en donner un exemple très simple. J'ai eu l'occasion d'intervenir dans des pays africains contre la tutelle de la fondation Gates qui subordonne l'aide à l'éducation et l'aide à la santé des enfants au fait que ces pays s'ouvrent sans limite aux OGM. Ben ça ne s'appelle pas un respect de la démocratie. Ça ne s'appelle pas un respect du droit des peuples à décider de leurs lois et à décider de leur destin.
C'est contre cela que nous devons nous battre. Et nous ne devons pas hésiter à dire que ce qui se présente comme lutte contre toutes les discriminations, ça n'a qu'un seul but, c'est remplacer la nationalité, remplacer toutes les différences et toutes les cultures par une seule détermination, celle de l'argent que vous avez sur votre compte en banque et celle de l'argent que vous avez sur votre carte de crédit. Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas la République, c'est encore moins la liberté, l'égalité et la justice de tous les Français. Et je vous invite à vous emparer de ces armes. Nous devons dire que leur parole n'est pas convenable, qu'elle n'est pas digne et qu'elle n'est pas respectueuse. Nous devons leur dire que nous n'aimons pas le monde qu'ils veulent nous faire vivre et que dans leur immense majorité, les Français comme les autres Européens n'en veulent pas. Alors j'ai essayé de faire un point de situation. J'ai essayé de vous donner quelques armes que je pense qu'il faut utiliser dans le combat parce que les frontières, c'est notre survie. Parce que la diversité des sociétés humaines, c'est notre survie. Parce que le fait de décider qui peut rentrer sur notre territoire et qui ne le peut pas, qui peut accéder à la citoyenneté et à quelles conditions, c'est de notre survie qu'il est en jeu. C'est de notre civilisation et de notre culture qu'il s'agit. Et je voudrais terminer sur ce point en essayant d'être précis sur quelques points. Parce que oui, il faut que nous agissions. Il faut agir et je m'abriterai derrière la parole du grand médecin et du grand scientifique Claude Bernard, qui disait à la fin du XIXe siècle « La stabilité du milieu intérieur est la condition de la vie bonne ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme un organisme animal ou humain, un organisme politique ne peut pas bien vivre, il ne peut pas être autonome et il ne peut pas être libre s'il ne sait pas se protéger de ce qui vient de l'extérieur, décider de ce qu'il prend parce que ça va lui être bénéfique, et de ce qu'il rejette parce que ça va le détruire. Vous savez que dans la nature, tous les scientifiques, tous les écologistes sont d'accord pour dire qu'une des choses les plus graves avec les transports à longue distance, c'est le problème des espèces invasives. C'est ce qui fait que vous avez des variétés de tortues de Floride qui ont détruit la vie dans nos cours d'eau, c'est ce qui fait que vous avez des plantes importées de l'extérieur qui menacent gravement certaines de nos espèces endémiques, etc., etc. La finance internationale, les ONG, les fondations financées de l'extérieur font partie de ces espèces invasives. Et il y a une chose qu'il faudra faire, c'est reprendre le contrôle sur ces ovnis politiques que sont des organisations, des fondations, quelquefois des médias financés de l'étranger, qui prétendent nous dicter nos opinions, qui prétendent contrôler nos informations et qui veulent prendre le contrôle de nos consciences. Nous sommes rentrés dans une phase quasi totalitaire d'un libéralisme dévoyé qui n'a plus rien à voir avec le libéralisme politique et économique, qui n'a plus rien à voir avec le capitalisme que nous connaissions, qui était le capitalisme enchâssé dans des sociétés humaines et enchâssé dans des nations. Ce libéralisme mondialisé est devenu fou, il entend nous donner des ordres, il entend nous donner des ordres dictés de l'extérieur, ce qui est la définition même de la corruption. La première chose que nous aurons à faire, et l'exemple nous en est donné en Hongrie, l'exemple nous en est donné en Italie, c'est que toute fondation, en Russie, toute fondation, toute organisation financée de l'extérieur doit être strictement contrôlée. Il faut savoir qui la finance. Et quand elle incite à braver la loi, quand elle incite à se tourner contre les débats publics, contre la liberté des peuples à décider d'eux-mêmes, ces associations ou ces fondations doivent être bannies de nos territoires, leurs actifs doivent être saisis, et elles doivent être priées de moyens d'agir. C'est évidemment le scandale qui voit nos écoles primaires et nos écoles secondaires s'ouvrir à SOS Méditerranée. Jusqu'à quand allons-nous accepter l'impunité de ces organisations qui se drapent dans les couleurs du bien pour exercer une véritable dictature sur l'opinion et sur l'opinion de nos enfants, sur l'opinion des médias, et qui, quelque part, nous dictent leur propre vérité contre nos choix et contre nos intérêts. C'est le premier point sur lequel il va falloir agir. Le deuxième point sur lequel il va falloir agir, c'est reprendre la main sur l'écologie. Le grand scandale de ces 20 dernières années, le grand scandale qui a vu quelques-uns des meilleurs et des plus sincères combattants pour l'écologie marginalisés par les Verts, c'est que l'écologie passe par la frontière. L'écologie passe par le contrôle des mouvements de population.
Si j'écoute M. Sutherland, 100 ou 200 millions venus du sud de la Méditerranée vont débarquer dans nos pays. Est-ce que vous croyez que ça sera sans conséquence pour nos écosystèmes? Si on veut conserver des écosystèmes en bonne santé, comme ils le sont encore, et je m'en réjouis en France, comme ils le sont encore, et je m'en réjouis sur ces territoires merveilleux de vie et merveilleux de diversité que sont la plupart des régions françaises, eh bien il faut éviter la surpopulation, et il faut que nous restions maîtres des flux de population qui atteignent ces territoires. L'écologie, c'est le contrôle des frontières. L'écologie, c'est aussi le maintien de la diversité des sociétés humaines. Ça, c'est un sujet dont il faudrait parler pendant des heures. Je suis né, il y a probablement très longtemps, je suis né dans un monde où on parlait plus de 10 000 langues. Et vous savez qu'une langue humaine, c'est une manière de penser, c'est une manière d'aimer, c'est une manière de souffrir, c'est une manière d'être en relation avec les autres. Je vis aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus que 2000 langues humaines qui sont parlées. Nous avons laissé disparaître 80% du patrimoine de langues parlées dans l'humanité, et à chaque fois qu'une langue disparaît, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est une manière d'être homme, d'être femme qui disparaît à jamais. Le 21e siècle, on dit beaucoup, c'est l'âge de la disparition de la biodiversité animale et végétale. Moi, il y en a une qui est plus importante. C'est la disparition de la diversité des sociétés humaines. On est en train d'éteindre à grand feu, sur un brûcher qui brûle chaque jour, on est en train d'éteindre la diversité de nos sociétés humaines. Entendez-les, tous ces prophètes du bien qui disent « les hommes et les femmes sont partout les mêmes, ils doivent rentrer dans la conformité, il y a une seule loi dictée par les droits de l'homme qui doit s'appliquer partout dans le monde, et nous ne voulons plus rien connaître de ces traditions, de ces coutumes, de ces particularités nationales appelées à se dissoudre dans le grand bain de la mondialisation. » Ça s'appelle pas l'avancée vers une autre civilisation, c'est la destruction de toute civilisation et c'est la destruction de toute culture, parce que je vous rappelle ce que disait le grand Claude Lévi-Strauss, il n'y a de civilisation que s'il y a des civilisations. La civilisation comme la culture, ça s'écrit toujours au pluriel. Et ça s'écrit toujours au pluriel parce que l'exercice de la liberté politique des hommes, c'est que deux groupes humains placés dans les mêmes conditions de climat, de relief, d'espèces animales et végétales, ben vous les laissez, et quelques dizaines d'années plus tard, ils auront élaboré deux cultures différentes. Ils ne vivront pas de la même manière, ils ne seront pas organisés de la même manière, ils n'auront pas organisé leur pouvoir de la même manière. C'est ce que la grande ethnologue Margaret Mead appelait la foisonnante et merveilleuse diversité des cultures humaines qui ne cesse jamais de renaître. Oui, nous devons mener un combat pour la diversité des sociétés humaines, et il commence par le fait de sauver notre société et notre culture française. Nous ne sommes pas des Allemands comme les autres, et nous n'allons pas nous dissoudre dans le grand bain de la mondialisation. Ça, c'est ce que voudrait l'Union européenne. Ça, c'est ce que voudrait la Macronie. Que les Français et les Françaises deviennent des Allemands comme les autres, c'est bien commencer d'ailleurs avec les abandons de souveraineté que prépare le traité d'Aix. Nous ne nous laisserons pas faire. Notre identité, notre culture propre, avec toutes nos singularités locales et régionales, c'est ce qui fait l'excellence de la France dans le monde. C'est ce qui fait la France grande et respectée et aimée dans le monde. Et nous les préserverons. Et nous utiliserons le pouvoir pour rendre à la France la merveilleuse diversité qui a fait d'elle le rêve de tant d'hommes et tant de femmes dans le monde, parce que l'excellence française, c'est quelque chose qui compte dans le monde. Le troisième point que nous devons préparer et affirmer, la nation, la France, l'État, c'est la forme politique du moment. Regardez ce qui se passe autour de vous. En Chine, l'affirmation de l'unité chinoise, l'affirmation du rêve chinois, avec un président qui s'est donné la certitude de pouvoir gouverner au moins sur un cycle de 30 ans, comme l'a fait d'ailleurs son prédécesseur Deng Xiaoping, avec une question importante sur nos mandats politiques. On ne peut pas affronter les échéances écologiques avec des mandats à 5 ans, mais c'est un autre sujet. La Chine s'est constituée ou se reconstitue, une unité nationale exigeante, avec un projet de projection dans le monde qui part de cette unité qui lui donne les moyens de la puissance. C'est très exactement ce que fait la Russie, avec un jeu stratégique qui est porté par une profonde unité nationale. Et c'est une Russie qui a repris le cours de son histoire
Jamais autant que depuis quelques années, on ne parle autant en Russie même de la Sainte Russie. Regardez les États-Unis. Donald Trump a la conviction absolue que les États-Unis disparaîtront comme empire. Ils disparaîtront s'ils veulent être l'empire mondial et faire la police partout dans le monde. Et il a la conviction que les États-Unis vivront comme nation qui défend son intérêt national. Et ils le font avec force et avec talent. Ils ne visent à rien de plus que de rendre les États-Unis de nouveau grands pour le bonheur et pour un meilleur avenir de tous les citoyens américains. De nouveau, les États-Unis sont redevenus une nation et ne rêvent plus d'être un empire. C'est le grand changement opéré par Trump et c'est peut-être le changement qui peut le conduire, contrairement à ce que pense la majorité des Français, à un second mandat. Je pourrais me rapprocher de l'Europe. Regardez ce qui se passe en Hongrie, regardez ce qui se passe en Italie. C'est très clairement l'aspiration nationale, c'est très clairement l'aspiration à reprendre le pouvoir et à décider soi-même de son destin, dans sa culture et dans ses singularités, qui est en train de changer la carte du pouvoir en Europe. Et je suis persuadé que ce combat va se poursuivre, et je suis persuadé que ce combat va nous mener à des victoires que peut-être nous n'attendons pas encore. Tout simplement parce qu'il y va, et je terminerai là-dessus, il y va de notre survie. La survie de l'humanité jusqu'ici, c'est très simple. C'est que nous avons évité l'enfer du désir de tous pour les mêmes choses. La diversité des cultures, c'est que d'un pays à un autre, d'une région à une autre, nous ne désirons pas tous les mêmes choses. Et la globalisation marchande, si elle fait que tout Chinois, que tout Malien, que tout Malgache, que tout Brésilien voulait copier le mode de vie de l'Américain moyen, vous le savez comme moi, il faudrait 5 planètes. Moi, j'ai connu une Bretagne, la Bretagne de mon enfance, où certes, les gens voulaient bien vivre, mais au plus profond de leur désir, au plus profond d'eux-mêmes, ils voulaient tout autre chose que de l'hyperconsommation, et ils entendaient tout autre chose de la vie que simplement l'installation d'hypermarchés aux portes de leur village et aux portes de leur ville, en parenthèse d'ailleurs, au prix de la désertification de leur centre-ville et de leur village. Ils voulaient justement que ça vive, ils voulaient des relations sociales, ils voulaient pouvoir faire la fête ensemble. Ils voulaient que les fêtes familiales, ils voulaient que les fêtes de village, ils voulaient que les fêtes dans le quartier, ça ressemble à quelque chose. Et c'est la grande époque où les banques coopératives, c'est la grande époque où les associations rurales ont réellement forgé une vie territoriale et quelque part créé le bonheur pour le plus grand nombre. Si nous voulons unifier, si la globalisation marchande unifie tous les désirs dans le monde, le scénario est très simple, c'est le scénario d'épuisement des ressources. Et c'est le scénario de la guerre de tous contre tous pour s'approprier les dernières ressources ultimes. La seule garantie que nous ayons, c'est de retrouver la voie de la diversité de nos sociétés. Cette seule garantie de survie, elle passe par le réarmement des frontières. Il faut oser dire en Europe et en France, on ne passera pas. Celles et ceux dont nous pensons que leur destin est ailleurs, qui n'ont pas de légitimité à venir chez nous, il faut que nous contrôlions nos frontières. Il faut que nous contrôlions les conditions d'accès à notre sol. Il faut que nous contrôlions évidemment les conditions d'accès à nos systèmes sociaux et à toutes les prestations sociales et poser une condition de plusieurs années de résidence pacifique en obéissant à toutes les lois de la République sur notre sol, en entrant dans notre culture et dans nos mœurs, pourrait être une condition acceptable pour commencer à bénéficier de nos régimes sociaux. Et puis le dernier point, il est très simple. Le dernier point pour que tout ça fonctionne, le dernier point pour que nous soyons réellement dans une écologie humaine et dans une écologie des civilisations, c'est que nous retrouvions la fierté de ce que nous sommes. C'est que nous, Françaises, nous, Français, nous soyons fiers d'une histoire extraordinaire qui fait que, je l'ai écrit, quand je vais en Chine, il y a encore quelques mois, suivre les routes de la soie, quand je travaillais avec des gouvernements africains ou marocains, quand j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres pays en Asie, il y a un immense respect, il y a une immense demande pour la France et on est en train de les décevoir. On est en train de les décevoir parce qu'une France alignée, une France soumise, une France qui se joue en seconde division derrière l'Allemagne, une France qui obéit à l'OTAN, une France qui se couche devant l'Union européenne, c'est pas la France dont le monde a envie et c'est pas la France dont le monde a besoin. Et pour que cette France redevienne grande, il faut arrêter avec cette folie de l'Union européenne qui est en train de dégrader gravement l'Europe. Il faut en finir avec les ordres d'une Commission européenne qui méprise les nations et qui bafoue la liberté des peuples, notre démocratie et notre République. Vous le savez comme moi, plus de 70% des lois et des règlements qui s'appliquent en France viennent de l'Union européenne.
Là aussi, il faut reconstruire nos frontières pour que ce soit nos lois, votées par le peuple français, qui s'appliquent sur notre territoire. Et c'est pourquoi je dirais très simplement, à un moment où les choses changent, à un moment où un vent nouveau se lève dans le monde et souffle aussi sur l'Europe, à un moment où nous sommes en train de nouer des partenariats, à un moment où, Philippe vous l'a rappelé, une alliance, des liens, des meetings, des opérations communes vont se dérouler, eh bien je vous le dis très simplement, on arrive, on peut gagner, ça commence le 26 mai, parce que votre liberté, votre aspiration à une France plus grande, plus respectée, plus forte dans le monde, et pour certaines et pour certains, votre colère, en démocratie, elles ont un nom, ça s'appelle voter le 26 mai, voter pour une autre Europe, voter pour une plus grande France, voter pour que vive la France. En tout cas, aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur de la France qui dit ce que nous disons depuis des années. Oui, ces ONG sont les complices des mafias et des milices de passeurs en Méditerranée. Oh.